vous suivez un petit peu les actualités internationales, vous verrez que l'une des actualités du jour, vue de France, concerne le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni? Eh bien, le Premier ministre ayant démissionné, il va être remplacé aujourd'hui par un nouveau Premier ministre qui s'appelle Andy Burnham, qui va donc prendre ce poste. Alors c'est un monsieur qui est situé à gauche, assez à gauche même. Il fait partie du Labour, le même parti, allez, on va dire c'est l'équivalent du Parti socialiste. Le Premier ministre sortant en faisait partie aussi, mais il était peut-être plus vers le centre, alors que ce nouveau Premier ministre, qui va donc prendre ses fonctions normalement cet après-midi, est lui plus nettement à gauche. Alors qu'est-ce qu'on nous dit et pourquoi c'est intéressant? Eh bien c'est intéressant parce que le Royaume-Uni, ces dernières années, a plutôt des difficultés économiques. C'est un peu comme la France et c'est un peu comme l'Allemagne. En fait, ces trois grands pays connaissent un peu les mêmes difficultés, des difficultés économiques, des difficultés industrielles. Alors pour des raisons différentes, les pays sont organisés de façon un peu différente, mais ils se retrouvent un peu dans la même panade, avec une dette qui augmente et puis pas de croissance. Donc comment faire pour se sortir de la panade? C'est pas du tout évident. Et c'est pas du tout gagné. Alors cet article nous le dit. Alors peut-être avant un coup d'œil sur les chiffres. J'ai sorti ces stats qui viennent du site internet Worldometer, qui indique le pouvoir d'achat en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire si on compare le même panier de choses, qu'est-ce qu'on peut acheter suivant les pays? C'est ce qu'on fait pour comparer les parités de pouvoir d'achat. On a donc en tête de liste les pays où la richesse moyenne par habitant est la plus élevée. Alors ce sont des chiffres de 2025. On a le Liechtenstein avec 192 000, un peu plus de 192 000 dollars par an par habitant. On a ensuite Singapour, puis le Luxembourg, puis l'Irlande, puis Macao, puis le Qatar, puis les Bermudes, puis la Norvège, puis la Suisse, puis le Sultanat de Brunei, puis Taïwan, puis les États-Unis, puis les îles Caïmans, puis le Danemark, ainsi de suite. On arrive ensuite au pays qui nous intéresse. Alors au passage, regardez, la Belgique est 24e avec 76 000, un peu plus de 76 000 dollars par an par habitant. La Suisse également est plus élevée, à 102 000. Alors quand on nous dit que la France, si on n'arrive pas trop à s'en sortir, c'est que face à des gros pays comme la Chine ou les États-Unis, par exemple, on est trop petit. Non, il faut arrêter les bêtises. La Belgique est aussi petite, même plus petite que la France, bien plus petite que la France. Elle utilise l'euro aussi, donc on ne peut pas rejeter la faute sur l'euro. C'est tout simplement que notre pays est mal géré. Point. On a ici 29e, donc l'Allemagne, avec les chiffres de 2025 à 74 000 dollars par an par habitant. Puis on arrive en 34e position à la France, avec 66 276 dollars par an par habitant. Et juste après, alors elle n'est vraiment pas très loin, il n'est vraiment pas très loin, le Royaume-Uni, c'est le pays qui suit avec 65 525 dollars par an par habitant. C'est-à-dire que la moyenne est à peu près la même que la France, un tout petit peu moins. Alors c'est symbolique, mais c'est significatif. Le Royaume-Uni était au-dessus de la France, eh bien il est passé en dessous. Et d'après les premiers chiffres de 2026, il semblerait même que le Royaume-Uni serait en passe de se faire dépasser par l'Italie, qui aurait même, l'Italie, fait une remontée au niveau de la France, voire plus. En tout cas, ça montre que pour le Royaume-Uni, alors c'est une érosion lente, c'est pas une catastrophe qui est survenue au cours de l'année et qui l'a complètement plombé, mais c'est année après année,
eh ben, c'est un pays qui perd du terrain par rapport à des pays comparables comme l'Allemagne, la France, l'Italie par exemple. Donc voilà les chiffres. Et donc, que nous dit cet article au sujet du nouveau Premier ministre qui prend ses fonctions cet après-midi à la tête du Royaume-Uni? Eh bien, on nous dit que cet homme, donc M. Burnham, il a 56 ans. Il va devenir le 7e chef du gouvernement britannique en 10 ans. 7 premiers ministres en 10 ans. Sachant que chez eux, le Premier ministre a un peu le rôle du président chez nous. C'est-à-dire c'est celui qui donne les orientations politiques et qui décide des choses. Alors 7 en 10 ans, ça fait beaucoup. C'est ce que nous dit cet article. Un chiffre qui témoigne de la forte instabilité politique qu'a connue le Royaume-Uni ces dernières années. Alors c'est jamais très bon signe pour un pays lorsque les gouvernements ne tiennent pas longtemps, les premiers ministres sautent, ou les présidents, peu importe, qui est le chef du gouvernement, et doivent être remplacés très vite. D'abord, ça ne permet pas de mener des projets de longue haleine si au bout de 6 mois, voire moins parfois, le responsable politique du pays saute et doit être remplacé. Évidemment, tout est remis en jeu, c'est très perturbant. Alors ça dissuade aussi les investisseurs étrangers qui se disent « Oh là là, ce pays n'est pas stable du tout, j'investis pas mon argent là-dedans ». Par exemple, alors, à l'occasion de ce changement de Premier ministre, on a un ancien Premier ministre, Rishi Sunak, qui lui donne quelques conseils. Il lui dit de surtout ne pas tarder, de ne pas se reposer sur les lauriers de sa nouvelle nomination. Non, il dit il faut tout de suite s'attaquer aux sujets importants, et puis il faut surtout hiérarchiser les sujets importants, les sujets urgents. Il ne peut pas y avoir 50 urgences en même temps, c'est pas possible. Il dit si on fait ça, en fait, il n'y a rien qui avance. Il faut vraiment définir des priorités. Et il lui dit que les sujets importants, il va pouvoir en gérer 2, 3 maximum lui-même. Mais sinon, il va falloir qu'il délègue pour les autres. Donc il faut qu'il s'organise très vite. Alors on nous dit également dans cet article que ce nouveau Premier ministre britannique, M. Burnham, va devoir faire face à une croissance atone. On attend pour le Royaume-Uni au maximum 1% de croissance pour cette année. Vous allez me dire, c'est bien, c'est au-dessus de zéro. Non, c'est pas bien parce qu'en fait, on considère qu'il faut 1% de croissance pour arriver à maintenir tout ce qui a été créé et maintenu l'année précédente. En dessous de 1% de croissance, on ne peut pas maintenir tout ce qui existe et il y a des choses qui sont détruites ou qui disparaissent ou qui s'érodent. Donc il faut faire plus de 1% de croissance pour arriver à commencer à envisager des choses plus importantes, des projets plus importants. Et on nous dit également que le Royaume-Uni souffre de finances publiques sous pression et d'un niveau d'endettement élevé. C'est comme chez nous en fait, le budget de l'État est très déficitaire et puis la dette s'accumule. Donc voilà, ça fait 10 ans que le Royaume-Uni essaye de se sortir de cette situation. Sans y parvenir, ça ne s'arrange pas, la situation se dégrade. Alors je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de ce nouveau Premier ministre. Est-ce que ça va être facile pour lui, pas facile? Est-ce qu'il va réussir à donner un coup de collier et puis à ce que le pays se sorte de ses difficultés ou pas? Je n'en sais rien. Je vais interroger mon tarot. Bon, des cartes au moins qui ont le mérite de ne pas être trop violentes, dans un sens ou dans un autre, c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on a au centre du tirage? On a la carte du pape. Et effectivement, lorsqu'on écoute diverses analyses concernant ce monsieur, c'est quelqu'un donc du Labour, l'équivalent du PS en France, donc quelqu'un de gauche. Et puis surtout, il a été maire de la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni, Manchester, puis élu à la tête du Grand Manchester, si vous voulez, c'est-à-dire non seulement la ville de Manchester, mais l'ensemble de l'agglomération avec toutes les villes périphériques.
Et c'est quelqu'un qui est assez nettement marqué à gauche, alors il n'est pas communiste non plus, mais qui est très axé sur les politiques sociales. Et puis un des axes qui l'ont fait être choisi, et puis qui lui ont fait connaître un certain succès à Manchester, c'est le fait qu'il voudrait qu'au Royaume-Uni, la différence se réduise entre Londres, la ville de Londres, la grosse agglomération de Londres, qui elle est très prospère, qui tire le niveau de vie vers le haut, où il y a vraiment beaucoup de services, d'entreprises, et où tout fonctionne, où le niveau de vie est très élevé, les prix sont très élevés aussi, et puis le reste du royaume, où en revanche, là par contre, il y a une très très nette différence, où le taux de chômage est beaucoup plus élevé, les salaires sont beaucoup plus bas, et le reste du pays peine à s'en sortir, la situation devient même par endroits assez inquiétante. Et bien donc c'est quelqu'un qui veut essayer de gommer ces différences, essayer d'amoindrir cette différence entre Londres et le reste du pays. C'est vraiment son idéologie. Il voudrait d'ailleurs que certains ministères, peut-être un ministère, ne soit plus à Londres, mais soit à Manchester, soit dans une autre ville, pour que symboliquement, eh bien, tout ne soit pas concentré sur Londres, sans rien laisser au reste du pays. Alors ça, c'est vraiment l'idéologie qu'il a fait élire dans sa région, et puis qui le porte maintenant à son nouveau poste. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? On a la tempérance. Alors c'est quelqu'un qui évite quand même d'avoir des idées trop radicales à gauche. On sait que les extrêmes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, ça peut plaire. Ça peut apparaître comme quelqu'un qui a le courage de taper du poing sur la table et d'avancer des idées assez fortes, mais ça peut aussi effrayer beaucoup d'électeurs qui vont se dire « Oh là là, c'est assez radical, si ça marche pas, on va tout perdre ». Et donc ils vont préférer voter pour quelqu'un de plus modéré. Donc c'est quelqu'un qui a toujours pris soin quand même d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Son idée, en étant à gauche, c'est de dire lorsqu'on est élu, on est élu pour tout le monde, pas juste pour ceux qui ont voté pour vous. Une fois que vous êtes élu, vous gouvernez pour tout le monde. Donc c'est une façon de tempérer un peu son discours. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir ou du résultat? Avec l'amoureux, il n'y a rien de tranché. Justement, ça peut montrer peut-être des difficultés pour ce monsieur. On sait que c'est toujours facile lorsqu'on n'est pas élu, lorsqu'on n'est pas aux manettes d'un pays ou d'une région ou d'une ville, c'est toujours facile de critiquer ce que font ceux qui y sont, en se disant mais c'est ni fait ni à faire, c'est un bon à rien, c'est un incapable, moi si j'y étais je ferais ci, je ferais ça, et puis une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est pas si simple. En fait, il y a des choses qui paraissent être blanches ou noires, et quand on arrive aux manettes, on s'aperçoit que c'est souvent des nuances de gris. Alors, n'y voyez pas une allusion grivoise, mais disons que c'est moins simple que ça en a l'air. Et parfois, on se dit, non, finalement, non. Je m'étais fait une idée, mais une fois les manettes en main, je m'aperçois que je ne peux pas faire ce que j'avais promis. Alors ici, avec l'amoureux, c'est un peu ça. On s'interroge devant des choix à faire. On voit ici les personnages qui semblent discuter entre eux, écouter les points de vue des uns des autres pour essayer d'écouter en fait tous les arguments avant de faire ses choix, pour essayer de ne pas se tromper. Bien sûr, lorsqu'on est à des postes aussi importants, on a dans ses mains la destinée de tout un pays. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que on a quelqu'un sans doute qui prendra pas des décisions un peu comme ça, n'importe comment. On sera plus sérieux dans ses prises de décision, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'il traîne trop à vouloir ménager toujours tout le monde. Eh bien, finalement, on ne prend pas de décision. Il y a un moment, il faut quand même trancher. Alors en carte favorable, cette carte du chariot.
C'est très bon pour lui. La carte du chariot, c'est une carte très énergique, une carte de décision, d'énergie, qui nous dit, en tout cas pour le présent, que ce monsieur va peut-être commencer par faire certaines annonces et décider de certaines choses directement, dès sa prise de fonction, puisqu'ici on est sur la verticale du présent. Avec le chariot, c'est l'idée du conducteur ici, qui se trouve ici, assis ici, avec les rênes, qui donne un coup de rêne et qui fait faire un bond en avant aux chevaux et qui fait passer par-dessus les obstacles. Donc c'est plutôt une carte de victoire. Mais attention, cette carte est au présent. La carte qui lui est défavorable ici, c'est la carte de l'ermite. L'ermite nous parle de solitude, nous parle de temps et de difficultés. Si je me fie à cette carte, je dirais qu'il va avoir assez peu de marge de manœuvre, le pays étant endetté, ayant des finances déficitaires. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne va pas avoir beaucoup d'argent pour faire ce qu'il a envie de faire, et en plus, il risque d'être assez rapidement tout seul. C'est-à-dire que tant que vous faites partie d'un groupe politique, vous êtes entouré, vous vous exprimez en même temps que le groupe. C'est agréable, on peut se reposer sur les autres, on a l'impression d'être tous ensemble. Lorsque vous êtes nommé à un poste comme celui-là, un poste à responsabilité et surtout tout en haut, vous risquez de découvrir avec surprise, mauvaise surprise, que vos soi-disant amis d'hier vous critiquent dans votre dos. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ils ont bien envie de vous dégommer pour prendre votre place, c'est évident. Donc, c'est quelqu'un qui risque très rapidement de se retrouver tout seul, vite critiqué, et puis en plus avec pas de moyens pour faire ce qu'il a envie de faire. Cela dit, la carte de l'ermite nous montre quelqu'un, malgré tout, de persévérant, qui tient sa petite loupiote ici et qui va son chemin, difficilement, mais il ne lâche rien. Alors, le battleur, du côté de l'avenir, nous montre bien, après un temps de réflexion avec l'amoureux, où on prend les avis des uns des autres, on essaye de bien évaluer les choses avant de décider, et bien ensuite, avec le battleur, on a bien des choses tout à fait nouvelles qui sont lancées, peut-être des choses qui vont même un peu épater. On va se dire, oh oh, c'est bien audacieux. Le battleur, attention, il promet des choses, alors il promet des choses auxquelles il croit lui-même, mais souvent il n'a pas trop de recul, donc il est parfois un peu imprudent. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, avec le monde, on a une carte positive, on a quelque chose qui atteint son but, qui va jusqu'au bout, avec succès. Donc, alors c'est pas immédiat, mais apparemment, d'ici quelques temps, il se pourrait bien que ce monsieur dégage un bilan positif. On va regarder avec une autre carte, une dernière carte. Ça va dans le même sens. Bon, le pendu nous dit que malgré tout, il y a certaines choses pour lesquelles il ne pourra peut-être pas faire tout ce qu'il veut faire. Pour certaines choses, il pourrait être, entre guillemets, suspendu. C'est-à-dire que quand on n'a pas de moyens, il y a certaines choses dont on aurait envie, mais malheureusement, si l'argent n'est pas là, on ne peut pas les faire. On est obligé d'attendre, par exemple, que l'argent rentre, et puis on ne peut pas agir tout de suite. Ça risque d'être ce genre de situation. Mais la carte du monde est quand même très bonne. On a plutôt des cartes positives, on n'a pas de cartes négatives le concernant. Ok. Concernant Andy Burnham, le nouveau Premier ministre britannique qui va prendre ses fonctions cet après-midi, dans un contexte difficile pour le Royaume-Uni, qu'est-ce que l'avenir lui réserve? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle de Nougat. Eh bien voilà des cartes assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a? Du côté du passé, de l'origine, on a cette carte du char d'assaut. C'est un peu partir en guerre et puis pour conquérir quelque chose ou se battre. C'est exactement ce que ce monsieur a fait, alors au figuré, d'un point de vue politique. Il a tenté plusieurs fois de se faire élire à plusieurs postes, alors avec plus ou moins de succès.
Et cette fois-ci, c'est bon, ses efforts ont fini par payer puisqu'il a été désigné comme remplaçant de Keir Starmer, le Premier ministre sortant. Donc, pour le présent, on a cette carte du chatoyant, c'est-à-dire quelqu'un qui brille. Forcément, lorsqu'on vient d'être élu à la tête d'un pays, forcément, on n'est pas peu fier. Et ceux qui vous soutiennent ne sont pas peu fiers de vous. C'est le moment qu'on appelle un peu l'état de grâce. Alors, ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques temps, mais pas longtemps. Pour le moment, on en est là. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de la chapska. Alors la chapska, c'est ce couvre-chef typique russe qui ici va avec un drapeau qui rappelle l'URSS autrefois. Ici, tout ça nous évoque des politiques communistes. Donc on peut penser symboliquement que c'est quelqu'un qui va respecter ses engagements ou ses promesses et qui va essayer quand même d'infléchir les politiques du pays vers quelque chose de plus social pour soutenir toute la population. Alors il a dit et répété que pour lui le plus important c'est que toute la population bénéficie des richesses, que ça soit j'allais dire équitablement distribuées. Alors il ne s'agit pas de faire les poches aux riches pour tout donner aux pauvres, mais au moins s'assurer qu'il n'y ait pas trop de différences et que les pauvres ou que les classes moyennes ne décrochent pas complètement. C'est un peu l'idée. Également, l'idée est de répartir en fait tout ce qui est financement, projet, etc., entre Londres et le reste du pays, et ne pas tout concentrer systématiquement sur Londres. Donc en cela, on peut penser justement qu'il va mener ce genre de politique telle qu'il les avait promises. En carte favorable pour ce monsieur, cette carte du chapitre qui nous parle de connaissance. Alors c'est quelqu'un qui est dans le système politique depuis un sacré bon moment, qui a expérimenté différentes fonctions à différents niveaux, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le système, les textes, le fonctionnement, etc. On nous dit que ça va le servir, ça le sert même déjà. En sa défaveur, on a cette carte du pacha. C'est toujours le danger de ceux qui sont élus, alors qu'ils soient de droite comme de gauche, peu importe, c'est pas la question, mais c'est toujours un peu le danger, c'est de se dire, bah voilà, maintenant que j'ai été élu, je vais pouvoir en profiter. Et certains en profitent au-delà du raisonnable. C'est l'argent du contribuable. On ne peut pas dire d'un côté au contribuable, bah il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut serrer la ceinture, donc vous aurez moins de ceci, moins de cela, plus d'impôts, des augmentations de taxes, ceci, cela, et puis soit même au poste où on est, profiter justement de l'argent des contribuables pour mener la grande vie. Non, ça ne va pas. On nous dit ici avec cette carte-là que c'est ce qui le guette. Alors c'est encore plus, c'est encore plus critiquable lorsqu'il s'agit d'un élu de gauche, puisque traditionnellement la gauche est toujours censée être plus proche du peuple, plus proche des valeurs humaines, censée viser une plus grande répartition des richesses. Alors, quand on les voit une fois élus, certains d'entre eux, pas tous évidemment, mais certains d'entre eux profiter, se rouler, on pourrait dire, dans le luxe avec l'argent du contribuable, évidemment, ça fait froncer les sourcils. On nous dit que c'est ce qui le guette, c'est une faiblesse qui le guette ici. Du côté de l'avenir, donc, après cette carte évoquant le communisme, alors moi j'y verrais plutôt les valeurs de gauche, j'y verrais quelqu'un qui va essayer d'honorer les lignes politiques qu'il avait énoncées, il va essayer de s'y conformer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cette carte des chakras. Alors les chakras, ça fait penser au bien-être.
Alors ici, le bien-être associé à des valeurs plutôt de gauche, ça rejoint complètement ce qu'il a présenté au public, c'est-à-dire vouloir essayer de réduire les inégalités, essayer de faire que les gens qui sont dans la précarité ne tombent pas dans une pauvreté profonde, essayer de réduire les inégalités entre Londres et puis le reste du pays pour que les choses soient plus homogènes, qu'on se sente, que tout le monde se sente faire partie du même pays et qu'il n'y ait pas d'un côté des ultra privilégiés. Ouais, moi je vis à Londres, je claque l'argent, je gagne plein de sous, je vis une vie de luxe. Et puis ailleurs dans le pays, des gens qui rament avec peu d'argent par mois, qui peinent à trouver un travail qui souvent est mal payé, pas un travail qui n'est pas sûr du tout, peine à trouver des logements, etc. Non, ici on veut aller quand même vers un certain bien-être, essayer de faire que tout le monde puisse vivre au moins décemment dans le pays. Et enfin, cette carte des achats. Alors, cette carte des achats pose la question de l'argent. Tout ça, c'est bien beau, faire des programmes sociaux. Il est question également de logements sociaux, parce que c'est l'un des problèmes aussi qui se pose au Royaume-Uni. Mais pour tout ça, il faut de l'argent. Eh bien oui, on ne fait rien sans argent désormais. Donc cette question risque de se poser. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Aïe, la carte du charognard. On nous dit sa présence n'est pas bon signe. Eh bien, on peut penser que certains vont l'attendre au tournant et vont se dire oui, tu fais des grands sourires parce que tu es très fier d'avoir été élu et puis tu nous annonces des programmes sociaux. Allez, vas-y, chante, beau merle. On va voir quand il va falloir trouver l'argent. On va voir comment tu vas t'en débrouiller. Et puis nous, pendant ce temps-là, on prépare nos munitions et t'inquiète pas, quand tu nous annonceras que tu ne peux pas mettre en œuvre tes idées, on ne te rattrape pas. Bon, eh bien, apparemment, ce monsieur est attendu au tournant. Alors, on ne peut que lui souhaiter le meilleur. On espère qu'il va, s'en sortir. Bon, le Royaume-Uni est quand même dans une situation assez compliquée. On n'en sort pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais s'il peut au moins maintenir les choses et puis aller vers du mieux, ça sera déjà une sacrée victoire. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.